Salut messieurs, mesdames, personnes non binaires. On continue donc cette série super longue là sur le plus ou moins. Et en fait, on va commencer, bon, on va faire peut-être on aurait dû commencer par ce sujet-là. Mais bon voilà, j'ai eu pas mal d'idées entre-temps, donc ça s'est intercalé. Mais grosso modo, le sujet du jour c'est jeu de rôle minimaliste versus jeu de rôle maximaliste. Voilà, c'est quoi le meilleur donc on va mettre ces deux concepts, ces deux façons de jouer dans un octogone et puis on va voir ce qui va en ressortir, quoi. Je pense que ça va être cool. Et avant, je vais commencer par te dire c'est quoi les points communs entre l'approche minimaliste et l'approche maximaliste. Et ça va peut-être te surprendre ce point commun. C'est qu'en fait, ces deux types de jeux répondent à la même exigence. C'est une exigence d'accessibilité. Et ouais. En fait, c'est deux façons radicalement opposées de rendre le jeu de rôle accessible. Alors, mais du coup, avec évidemment une démarche très différente pour y arriver. Le jeu de rôle minimaliste, il va miser en fait sur le moins de règles possible, le moins de texte possible et le moins de temps de préparation possible. Tandis que le jeu de rôle maximaliste, il va faire tout à l'inverse. Va dire, en fait, pour que ce soit accessible, il faut qu'il y ait le plus de règles possible, qu'il y ait le plus de texte possible, et le temps de préparation, il peut être plus long aussi. Temps de préparation qui va inclure temps de lecture, mais aussi des fois temps d'écriture, de scénario, de contexte. Dans le cas de jeux maximalistes qui vont t'expliquer comment écrire des scénarios, comment écrire des contextes et tout quoi. Enfin bref, les jeux de rôle maximalistes ont tendance à te donner des devoirs de lecture, voire d'écriture, quoi. Et donc, avant d'aller plus loin dans ce comparatif, eh bien, je dois te parler du sponsor de cette vidéo, parce que c'est bien gentil, mais des fois, moi, par exemple, quand j'ai envie de runner une game de D&D, eh ben, je trouve pas forcément des joueurs. C'est difficile de trouver des gens qui ont envie de jouer à D&D, mais heureusement, aujourd'hui, il y a la solution avec l'appli AirDND. AirDND, c'est une appli en fait où tu peux trouver des parties de Donjons et Dragons. Voilà, comment ça marche? Eh ben en fait, tu vas choisir une adresse près de chez toi et tout. Et tu vas t'y rendre avec ton matériel de Dungeons and Dragons et tu vas trouver là-bas un appartement avec des joueurs qui ont déjà fait leur personnage de Donjons et Dragons et qui sont prêtes à jouer avec toi. Voilà, c'est génial pour tous les DM comme moi qui n'arrivent pas à trouver des gens qui veulent faire des donjons. Eh bien voilà, il y a des tu peux comme ça trouver des gangs de joueurs de D&D, c'est quand même vraiment très pratique. Comment ça, tu trouves ce concept complètement crétin? Mais ça devrait te plaire, non? Bon, voilà, c'est la fin du sponsor du vidéo, donc n'oubliez pas Airbnb, bien sûr vous avez un code de réduction de 30% avec le code Outsider666, dépêchez-vous, ça ne dure que 15 jours cette offre, voilà, faut vraiment en profiter, peut-être que c'est votre dernière chance de trouver des gens avec qui jouer à Donjons et Dragons. Bien, alors, on va commencer par les... Donc en fait on va faire les plus et les moins des deux... bah oui, c'est le thème de... C'est le thème de la série. On va faire le plus et les moins des deux approches. Je vais commencer par les jeux de rôle minimalistes. Alors, je t'ai un peu défini c'était quoi les jeux de rôle minimalistes, hein, donc moins de règles, moins de texte, moins de temps de préparation. Et donc, il y a plusieurs familles de jeux minimalistes. Je pourrais citer les Descendants de la Reine, des systèmes OSR minimalistes, il y en a, comme par exemple celui qui me vient en tête le plus rapidement possible, c'est le Black Hack. Alors, ça me fait penser, des fois, il faut faire gaffe, parce que je sais pas si c'est le Black. Par exemple, un jeu comme Cthulhu Dark, qui est censé être assez minimaliste, en fait, il est minimaliste dans sa première version, c'est qu'on trouve sur le Terri du Grumpf. Et en fait, après, ils ont sorti un bouquin qui fait facilement 100 pages et tout. Donc, des fois, il y a pas mal de jeux qui sont minimalistes dans
entre guillemets, leur première édition, leur HCAN, leur brouillon, tu vois, et qui en fait, une fois rencontrent le succès, ils montent un Kickstarter, et puis ils sortent une version avec 200 pages de conseils, donc c'est plus tellement minimaliste, quoi. Euh, voilà, sinon comme type de jeu que je trouve assez minimaliste, on a les Belonging Outside Belonging. Après, bon, ils sont pas tous minimalistes. Wonder Home, qui est un jeu que j'aime énormément, n'est pas si minimaliste que ça. Il y a quand même beaucoup de choses. Enfin, c'est très gourmand, quoi. On est loin de la simplicité des Belonging Outside Belonging de départ, tel que Dream Rescue, quoi. Voilà, sinon je trouve que dans le minimalisme, tu vas trouver aussi tous les jeux euh, enflammés par Firebrands. Voilà, on a une approche déjà, c'est des jeux assez courts en général, et très plug and play, puisque toute l'action est découpée en mini-jeux, donc t'es pas obligé de lire en avance, généralement on découvre les mini-jeux au fur et à mesure et tout. Les enflammés par Firebrands sont tout à fait dans le minimalisme. Évidemment, tout ce qui est nano game, pico game, bon voilà, bon, totalement dans cette niche. Et puis, on a aussi des pratiques minimalistes. Alors, c'est tellement minimaliste qu'il n'y a même pas de jeu. Bon, par exemple, évidemment, il y a le Free Kriegspiel Revival. Je t'envoie à la vidéo qu'on avait fait sur le sujet. Alors, c'est quoi les plus du jeu de rôle minimalisme? Déjà, en général, ils sont plug and play. Soit ils sont rédigés de façon à ce que tu puisses découvrir les informations au fur et à mesure, ou soit, de toute façon, bah, les règles sont tellement euh, rapides à lire que voilà, tu lis, tu joues tout de suite. Un jeu qui va être un peu entre les deux de ces approches, c'est pour la reine, bien sûr, où en fait, t'as quelques cartes de règles, mais bon, c'est hyper rapide à lire les règles, et après, t'as des questions que tu vas découvrir au fur et à mesure, tu peux les lire en avance. Donc, t'as une partie, en fait, lecture préalable, mais très très courte, et à peu près la moitié du wording du jeu, même plutôt les trois quarts du wording du jeu, ce sont des cartes que tu vas découvrir au fur et à mesure, t'as pas besoin de les lire en avance, quoi. Donc voilà, on marie les deux approches, peu de lecture préalable, plus lecture en cours de jeu, quoi. En général, je dis bien en général, ce sont plutôt des jeux qui sont accessibles aux débutants, débutantes, quoi. Notamment parce que tu n'as pas de prérequis de type connaissance d'un lore étendu et tout. Généralement, c'est des jeux qui n'ont pas ou très peu de lore, quoi. Et puis bon, bah, la simplicité des mécaniques aussi fait que c'est également accessible aux débutants, débutantes. Et puis, leur autre avantage, c'est qu'ils sont généralement gratuits ou bon marché, quoi. Euh, je pense qu'au bout d'un moment, t'as compris que j'aimais bien les jeux minimalistes. Putain, mais minimaliste. Je sens que je vais faire du Jamel Debbouze là, sur cette vidéo, ça va être tendax. Bon bref, ça a quand même des inconvénients, je vais te les lister aussi. Premier inconvénient du jeu minimaliste, bah c'est son minimaliste, c'est-à-dire que comme t'as quand même pas beaucoup de matériel sur lequel t'appuyer, le risque c'est que tu fasses un écran bleu quoi. Et ça c'est d'autant plus valable avec les débutants débutantes quoi. Qu'on ne sache pas quoi dire, quoi faire parce que on n'est pas aidé assez par le jeu quoi. Également, bah, ce sont des jeux qui manquent de fond. Enfin, je veux dire, c'est quasiment fatal quoi. Pas le jeu de rôle, hein, c'est une fatalité, quoi. Une fatalité des jeux minimalistes, c'est que évidemment, ça manque de fond. C'est-à-dire que si tu veux que ta partie ait du fond, c'est à toi de l'amener, quoi. Bah, je pense à un jeu comme Pour la Reine, par exemple. Voilà, il n'y a pas d'univers, il n'y a pas... Enfin, le matériel de jeu est s'épuise très vite, quoi. Et, voilà, il n'y a pas beaucoup de profondeur, quoi. Et également, du coup, souvent, ça a une très faible rejouabilité, quoi. Ce sont des jeux, tu vas les jouer une fois, deux fois, puis t'en as fait le tour, quoi. Voilà. Il y a souvent aussi trop d'abstraction. Je te renvoie à la fameuse vidéo sur non, l'abstraction, ce n'est pas sale, quoi. Le côté trop abstrait, c'est souvent par exemple que ton personnage n'est pas n'est peu ou pas mécanisé, quoi.
Alors quand t'es mécanisé, c'est genre ah oui, tu as deux stats laser et sentiment quoi. Bon, voilà, et ça s'arrête là. Et du coup, on a la sensation soit qu'on peut tout faire, parce que comme c'est pas mécanisé, on peut absolument tout faire, quoi, sur le mode du Everything Can Be Attempted du FKR, quoi. Ou la sensation qu'on peut rien faire, parce que comme il n'y a pas de mécanique, on se dit, bah en fait, mon personnage, sait juste rien faire, il est juste mauvais en tout, quoi. Et bon, ça, évidemment, cette abstraction, ce côté non-mécanisation du personnage, ça peut être frustrant, quoi. Ça peut nécessiter aussi une bonne culture ludique. Donc je t'ai dit que c'était un jeu accessible aux débutants, débutantes. Ouais, c'est vrai. Après, je vois quand même une énorme différence, si tu veux, entre une partie de Pour l'arène qui est jouée entre personnes débutantes et une partie de Pour l'arène qui va être jouée par des rôlistes aguerris, Theater Kids et tout, et qui vont faire une partie de 4 heures trépidante avec plein de roleplay avec Pour l'arène, ce que vont pas du tout réussir à faire des personnes débutantes qui vont prendre Pour l'arène et vont répondre aux questions de façon plate, tout ça, et au bout de 20 minutes, le jeu est plié, et pas avec la sensation d'avoir fait du roleplay ou quoi que ce soit, quoi. Donc ça veut dire que pour cartonner dans un jeu minimaliste, c'est quand même bien d'avoir soit une bonne culture ludique préalable, soit une bonne culture impro, quoi. Donc si tu viens du théâtre d'impro, à la rigueur, je pense une personne qui vient du théâtre d'impro, qui a jamais fait de jeu de rôle, je vais clairement plus facilement lui proposer un pour la reine que un donjon et dragon, en fait. La personne va être beaucoup plus à l'aise dans le premier. Euh, et également, le dernier problème du jeu minimaliste, c'est que t'avais peu de liberté, quoi. Les propositions sont souvent très centrées, tu peux pas personnaliser ton personnage, tout ça. Bon, bref, la marge de manœuvre est assez réduite. Donc voilà, on a fait les plus et les moins du jeu minimaliste. Maintenant, je vais boire un coup. Oui, ok, tu es toujours scandalisé par Airbnb. On a compris que tu trouvais pas ça normal de payer pour avoir des joueurs, mais bon, il y en a bien qui payent pour avoir des MJ. Ah, ça te scandalise aussi. Bon, d'accord. Oui, oui, ok, t'as mal à ta France, mais c'est pas grave. Alors, je continue. Donc maintenant avec les jeux maximalistes. C'est quoi les plus et les moins des jeux maximalistes? Alors, on va un petit peu les lister. Bah, grosso modo, ce qu'on va appeler des jeux maximalistes, c'est des jeux qui essayent de gérer toutes les situations, d'être très exhaustifs. Moi, je pense que Shadowrun, pas Shadowrun Anarchy, hein, Shadowrun bah, rentre tout à fait, voilà, dans cette veine-là. Euh, je trouve comment, si tu prends Pathfinder avec les Adventure Pass, ça rentre aussi dans le jeu maximaliste, dans le sens où t'as un énorme corpus de règles, et en plus de ça, t'as plein de scénarios tout prêts à faire jouer, avec toutes les rencontres décrites de préparer, t'as les battle maps pour tout et tout, voilà, tout est équipé et tout est précis, c'est quasiment aussi complet qu'un dungeon crawler de type Gloomhaven et compagnie, quoi. La MJ n'a rien, si tu veux, à inventer en fait. T'as vraiment juste à suivre le déroulé. Tout est encadré de voilà. Et on peut aussi avoir, alors là c'est un peu plus marginal, je vais te parler bien sûr de jeux bah, qui n'existent pas, qui sont pas encore publiés, c'est les bacs à sable du quotidien. Les bacs à sable du quotidien vont s'inscrire totalement dans une démarche maximaliste. C'est aussi le cas, pareil, je parle de choses qui sont pas publiées en l'état actuel, mais c'est aussi le cas des scénarios blorb, c'est-à-dire des scénarios rédigés de façon très exhaustive, de façon à ce que MJ n'ait pas de marge de manœuvre. Euh, alors, si on prend des scénarios publiés, moi je trouve que les scénarios de Sombre, en tout cas les premières revues, parce que je suis pas à jour dans les revues de Sombre, mais les premières revues, les scénarios sont de type maximaliste, dans le sens où tous les cas de figure sont prévus, MJ a très peu de marge de manœuvre, euh, et pour moi ça s'inscrit dans une démarche maximaliste. Alors, c'est marrant parce que Sombre c'est un jeu assez minimaliste, notamment dans ses règles,
et que je trouve finalement assez maximaliste dans ces scénarios. Non pas parce qu'ils seraient très très longs, genre des scénarios de 50 pages, c'est pas ça, ça reste des scénarios assez courts qui tiennent de mémoire 20 pages, quoi. 10 pour les plus... 5 à 10 pour les plus courts, quoi. Mais ils sont maximalistes dans le sens où l'expérience de jeu est totalement quadrillée, quoi. Alors, c'est souvent plutôt pour des sessions un peu courtes, mais c'est totalement balisé, quadrillé. Ok. Alors, c'est quoi les plus de l'approche maximaliste? Bah, l'idée, c'est que ça prend totalement les joueurs en charge. MJ est totalement pris en charge. Voilà, t'as pas à réfléchir, vraiment le jeu t'explique tout ce que tu dois faire. Et puis les joueurs aussi sont pris en charge de façon très exhaustive, avec une création de personnage guidée et très complète, quoi. Autre intérêt de l'approche maximaliste, c'est que ça va assurer en fait une expérience proche de l'intention de l'auteur, quoi. C'est presque forgéen en fait comme approche, dans le sens où, bah, comme il y a peu de marge de manœuvre, en tout cas pour MJ, eh bien, en fait, on va vraiment, en fait, on parle de trois types de règles. C'est rules as intended, donc les règles telles que l'auteur en a l'intention, en fait. Je voudrais que mon jeu soit comme ça c'est les rules as intended. Rules as written, ça c'est les règles telles qu'elles sont écrites. Généralement, il y a un petit écart parce que c'est pas toujours facile de matérialiser sa pensée par écrit et par mécanique. Et puis aussi, des fois, tout simplement, on n'arrive pas à être exhaustif. Mais les jeux maximalistes tendent à être exhaustifs et du coup à poser par écrit la totalité de la pensée de l'auteur. Et il y a les rules as played, c'est les règles telles qu'elles sont jouées. Et donc, bon, bah, évidemment, il y a souvent un écart entre les rules as written et les rules as played, parce qu'on joue rarement un jeu tel qu'il est écrit. Après, j'ai tendance à penser que les jeux maximalistes vont attirer un profil de MJ qui a plutôt tendance à respecter les règles telles qu'elles sont écrites. Et puis, souvent, les règles sont tellement intriquées les unes aux autres que c'est assez compliqué de faire une dérogation à un moment parce que tout le château de cartes peut s'effondrer. Et donc, du coup, en général, que ce soit sur des jeux tels que Légende des 5 Anneaux, Donjons et Dragons, Shadowrun, même Vampire à la rigueur, j'ai trouvé des MJ qui étaient assez respectueuses des règles, quoi. Et donc, je pense que ça, on peut le ranger dans les plus, parce que c'est clairement une expérience qui est recherchée par une partie des joueurs, c'est d'avoir un jeu qui soit proche des intentions de l'auteur. Je sais plus comment. Bah, en fait, ça se rapproche notamment de cette idée de comment d'avoir une expérience commune avec les autres tables. Je mettrai dans les voilà, et de pas avoir des univers de jeu qui soient variables d'une table à l'autre, quoi. Ça, c'est quelque chose qui peut être recherché par une partie du public, et donc qui va être trouver son beurre dans un jeu maximaliste, qui propose un peu cette, entre guillemets, cette solidité de l'univers, cette raideur de l'univers, et le fait qu'il est duplicable d'une partie à l'autre, quoi. Alors, Euh, tu me connais maintenant, je suis une personne de nuance, donc évidemment, je vais pas uniquement faire l'apologie des jeux maximalistes. Il y a aussi des défauts qui peuvent même être rédhibitoires. Le premier, c'est que, évidemment, je vais pas amené mon Hearthstone, je l'ai montré plusieurs fois, mais le volume peut être intimidant, quoi. C'est des fois, c'est toute une gamme de bouquins qui font tous 400 pages et tout. Et ça fait voilà, ça fait énormément de lecture, ça fait énormément de charge mentale aussi, parce qu'il faut penser à tout respecter quand t'es MJ. Bien sûr, il y a une difficulté à retrouver l'information, quoi. En plus, des fois avec des glossaires, des index qui sont pas forcément toujours bien faits. Et puis bon, même quand ils sont bien faits, voilà, si t'as un jeu de rôle encyclopédique,
faut pas s'attendre à ce que l'information soit facile à retrouver, quoi. À moins que ton jeu soit rédigé sous forme numérique, sous forme d'un wiki ou de PDF vraiment bien fait avec des possibilités de recherche textuelle très facilitées. Mais bon, quand c'est à l'ancienne, avec juste des bouquins papier et tout ça, et puis il faut fouiller dans toute la gamme pour trouver une info, je te parle même pas des moments où les choses se contredisent, hein, bien sûr. Parce que c'est ce qui arrive avec les gammes, hein, au bout d'un moment, il y a des incohérences qui émergent. Et évidemment, le dernier défaut qui n'est pas le moindre, bah, c'est que ça représente un énorme budget, quoi. Par exemple, j'ai fait le calcul. Donjons et Dragons 5e édition, les 3 bouquins de base, donc le guide du maître du donjon, le manuel des monstres et le manuel des joueurs. Ces 3 bouquins de base qui sont censés être indispensables pour jouer. Bon, c'est pas tout à fait indispensable parce que tu as les kits d'initiation, tu peux jouer avec les kits d'initiation sans avoir ces bouquins. Mais bon, c'est quand même vendu comme étant, on va dire, la pierre de Rosette de Donjons et Dragons. Ces 3 bouquins de base, ça représente un budget total de 150 euros. Et dans ces 3 bouquins de base, il n'y a pas de scénario. Il y a des petites ébauches de pistes de scénario, tout ça, mais il n'y a pas de vrai scénario à proprement parler. Donc en fait, t'as déjà claqué 150 balles et tu peux toujours pas jouer en fait. Enfin, tu peux créer tes propres scénarios en te basant sur les... Mais voilà, si tu veux dans une approche maximaliste, et tu veux pas créer tes propres scénarios, ou tu veux jouer les scénarios officiels de la gamme, et là tu dois encore claquer du fric pour avoir tes scénarios. Donc voilà, c'est vraiment très cher, quoi. Ok, bon, tu dois être en train de te demander, ouais, mais attends, du coup, finalement, que ce soit pour les jeux minimalistes ou maximalistes, la colonne à décharge est plus importante que la colonne à charge est plus importante que la colonne à décharge. Les deux approches ont plus de défauts que de qualité quelque part. Est-ce qu'on pourrait pas appeler le capitaine juste milieu à la rescousse et voilà, essayer de trouver c'est quoi le bon compromis entre les deux approches? Alors, un des compromis, et je te renvoie à la prochaine vidéo qui s'appelle Pourquoi les aides de jeu c'est bien. Un des premiers compromis possibles, c'est la pratique des jeux cumulables. C'est-à-dire que tu vas avoir plusieurs jeux plutôt minimalistes, mais qui peuvent se cumuler en fait, que tu peux additionner les uns aux autres, quoi. Donc tu vas les tester séparément dans un premier temps. Et puis, une fois que tu t'es un peu familiarisé, tu peux les empiler, quoi. Par exemple, les jeux de Thomas Solons, le tarot de l'aventure imprévue, par exemple. Il a fait un jeu sur le voyage et tout. Je trouve que, par exemple, les jeux que tu vas trouver sur la page itch.io de Thomas Solons, c'est des jeux qu'on pourrait facilement empiler les uns sur les autres et avoir, du coup, un, une boîte à jeux, en fait, qui permet de construire une aventure complète. Euh, Tu sais bien, évidemment, que c'est aussi mon approche avec Milvaux, où j'ai pas mal de jeux minimalistes que tu peux clipser les uns aux autres. Où je t'avais parlé aussi d'une expérience que j'avais faite en utilisant pour l'arène avec Swords and Wizardry, qui est un jeu de rôle OSR assez minimaliste également. En fait, en les clipsant ensemble, c'est vraiment très cool. Et du coup, je pourrais faire l'expérience avec d'autres descendants de l'arène que je pourrais clipser à des jeux OSR et avoir des expériences beaucoup plus complètes comme ça, quoi. Que tu peux aussi clipser, pourquoi pas, à des settings, quoi. C'est-à-dire que, pourquoi pas utiliser un setting, je crois, si tu prends des settings système agnostique. Par exemple, tu vas prendre la cité sans nom d'Isler, je crois que les 1000 îles, qui a un setting indonésien, je crois que c'est un setting sans règles et tout. Donc tu vas prendre des settings sans règles d'un côté, tu vas prendre un système de règles de l'autre, bon, par exemple pour de l'OSR, Sword and Wizardry, c'est parfait. Et tu vas prendre un pour l'arène qui va te donner une architecture narrative. Donc ça peut être pour l'arène, mais un autre, tu peux prendre le voyage, tu vas prendre Sur la route de Nico Le Vif. Bah tiens, voilà, tu prends les 1000 îles. Comment, pour le setting,
tu prends Sword and Wizardry pour le système de combat et pouvoir lancer des dés et gérer certaines situations avec des règles. Et puis tu vas prendre sur la route pour gérer l'aspect voyage. Et au coup, on va jouer des personnages itinérants dans les 1000 îles. Et là, tu as une expérience super complète. Et finalement, ça a été plus simple, je pense, d'assimiler ça que d'avoir un seul gros bouquin. Puis après, c'est comme des Lego que tu peux reconfigurer de 1000 façons. Ou sinon, on reprend un jeu maximaliste, mais en fait, il y a les bons et les mauvais jeux maximalistes. Donc, on va prendre un bon jeu maximaliste, bon selon mes critères. Alors, c'est quoi mes critères d'un bon jeu de maximaliste? C'est que il faut qu'il y ait beaucoup de facultatifs. C'est-à-dire, moi, je veux pas d'un jeu maximaliste où on me dit, ouais, mais si tu respectes pas tel élément de lore, machin, si t'as pas lu toute la gamme avant que tu peux pas commencer à jouer, non, non, non. Voilà, moi, je veux qu'un maximum de choses soient facultatives, que je puisse faire mes courses dedans. Ce que je veux aussi, c'est qu'il y ait un très bon ratio entre temps de lecture obligatoire et temps de lecture facultatif. Donc, voilà, c'est-à-dire que un petit pack de règles à lire au départ, et puis après plein de choses. Alors, c'est quoi l'exemple de bon ratio de temps de lecture obligatoire, temps de lecture facultatif? Bah, c'est par exemple un pack de règles de base qui sont simples, voilà. Donc, lire les règles, la création de personnages, ça va me prendre, je sais pas, 30 pages, ok? Et après, c'est que des scénarios. C'est que des scénarios, donc du coup, bah, je peux les lire les scénarios au fur et à mesure, quoi. Sur les scénarios, je peux avoir des scénarios aussi avec un scénario en lui-même, peut avoir un bon ratio temps de lecture obligatoire, temps de lecture facultatif. Bah ça évidemment, je vais te refaire de la pub pour le scénario en matrice. Le scénario en matrice, c'est un scénario qu'on peut limite ne pas lire avant de commencer à jouer, et on va progresser en fait dans les embranchements, et puis lire que au fur et à mesure que les embranchements dans lesquels on a décidé d'aller, quoi. Donc ça c'est vraiment intéressant. Euh, Également, ce qu'il faut, c'est un système de résolution unifié. Donc à nouveau, pour pas avoir pas plein de sous-systèmes avec des règles différentes et tout, un système de résolution unifié. Après, je peux tolérer du design par exception dans les sous-systèmes, ça peut aller, quoi. Mais voire même, je peux, le mieux en fait, pour moi, c'est un système de résolution unifié, relativement simple, et pas de sous-système. C'est-à-dire qu'après, derrière, tout ce que j'ai, c'est une structure narrative, quoi. Et donc, bon, bah là, évidemment, moi, je suis obligé de te faire de la pub pour les émulateurs de MJ. Généralement, c'est ce que proposent les émulateurs de MJ, c'est-à-dire un système de résolution unifié assez simple, basique, et après, uniquement de la progression narrative de l'histoire, quoi. Mais de l'histoire à foison, à foison, à foison. Et donc, je suis évidemment obligé de te faire la pub pour Biomass, qui est totalement de cette... Biomass, c'est un jeu maximaliste. C'est un jeu, voilà, qui va faire, je sais pas, qui fera 500 pages au final, avec au moins 1 millier de questions dedans, quoi. Mais la partie lecture obligatoire, elle est très très mince, quoi. Je sais plus, il va y avoir 5 pages de règles, même pas, quoi. Et puis après, derrière, tu fais que progresser dans une arborescence à la façon livre dont les héros et tout, et vogue la galère, quoi. Et donc voilà, en tout cas c'est mon Graal personnel, mais je pense que on peut imaginer voilà plein de formes de jeux maximalistes qui sont capables de produire ça. Un jeu qui le fait par exemple c'est Yazeba Bed and Breakfast. Bon pareil. Au début, je pense que tu commences très vite à jouer, et puis après, bon, bah, t'as du design par exception qui va arriver et tout, mais c'est à prendre au fur et à mesure en plug and play, quoi. Et donc, du coup, moi, je suis tout à fait OK d'avoir des jeux qui font 500 pages du moment que c'est plug and play. Et bon, bah, on est, voilà, entre guillemets, ici sont les dragons, hein. C'est pas encore une approche très présente, mais à mon avis, c'est incontournable, ça va arriver. Je ne serai pas le seul à en proposer. Je suis sûr qu'il y a déjà voilà, il y a déjà des propositions autres que les miennes de toute façon. Et je pense que c'est une forme qui est appelée à devenir hégémonique parce que c'est juste
là où l'intelligence est, en fait. Je pense que le monde... bon, après, il y a certainement une résistance. En fait, je te renverrai un article qui est super intéressant je crois que c'est Alessandro Pirodi, qui dit Why indie games are missing targets, qui dit ouais mais en fait les jeux indépendants qui essaient d'être accessibles, tout ça, notamment de faire du plug and play, vous vous plantez parce qu'en fait les rôlistes, et notamment les rôlistes qui achètent les bouquins, c'est-à-dire les MJ, les rôlistes ont un profil de hardcore gamer, tu vois, et donc en fait les rôlistes ils veulent en baver, entre guillemets, ils veulent pouvoir flex qu'ils ont lu 4 bouquins de 500 pages et que ça fonctionne uniquement parce que dans leur tête, ils arrivent à connecter tous les points entre eux et à faire fonctionner la machine malgré son caractère d'usine à gaz, quoi. Honnêtement, moi je sais pas si je suis pas sûr que ça va tenir dans le temps en fait. Cet amour des rôlistes pour l'usine à gaz, je pense que c'est clairement quelque chose qui va s'effondrer. Ça me paraît. Euh, et donc, pour moi, l'avenir, il est totalement au jeu maximaliste plug and play. Voilà, on se retrouve dans 5 ans et tu me diras si à nouveau je me suis planté avec ma boule de cristal ou pas, quoi. Eh bien, on se dit au revoir et à la prochaine fois, donc on va parler des aides de jeu. Allez, salut à la prochaine!